Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h. Une édition où il sera très largement question de la façon dont s'opère la riposte à la deuxième vague de la Covid. À Monaco, des mesures spécifiques ont été prises. Elles sont destinées à maintenir un équilibre indispensable entre la santé du plus grand nombre et l'économie. Le président du Conseil national sera notre premier invité. Testé positif, il achève actuellement sa période d'isolement. Nous lui demanderons quel regard il porte sur les mesures en vigueur à Monaco, sur la mise en œuvre des tests et nous recueillerons également son sentiment après la présentation mercredi par le gouvernement du budget primitif de l'État pour 2021. Et à l'heure justement où l'épidémie de la Covid donne le tournis au monde entier, les pays, les uns après les autres, prennent de nouvelles mesures pour freiner la propagation du virus, mais chacun sa méthode, selon les situations sanitaires respectives. Entre confinement, confinement partiel, couvre-feu, nous nous rendrons en Belgique où l'ambassadeur de Monaco, Isabelle Béraud-Amadei, nous expliquera comment le pays s'est organisé. Pour les travailleurs pendulaires venus d'Italie ou de France, il faut donc depuis quelques jours prendre en compte les exigences de leurs pays respectifs. Certains doivent se doter d'attestations, les rotations sont moins nombreuses dans le transport ferroviaire. Comment vivent-ils cette situation? Sandrine Nègre est allée leur demander, à leur descente du train, s'il était plus compliqué aujourd'hui ou non de rejoindre ou quitter Monaco. Nous, je vais vous dire, nous habitons Nice, nous venons à Monaco, mais nous prenons l'abonnement Télo en plus du TER. Donc nous avons le Télo de 8h le matin qui est très pratique parce qu'il ne s'arrête nulle part et en un quart d'heure on est à Monaco. Ça va, on n'a pas à se plaindre par rapport à ce qu'on a pu connaître à une époque. Non, ça va. Après, je pense que certains trains sont un petit peu petits et d'autres sont très grands, donc on est très nombreux, on a assez de place et d'autres pas du tout. On n'a pas vu de grands changements, donc tout se passe bien et j'aurais tendance à dire égoïstement, il y a beaucoup moins de monde, ce qui est beaucoup plus sécurisant pour tout le monde. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis de train. Mon cabinet m'a envoyé l'attestation tamponnée signée, qui est valable un mois. Et du coup, j'ai cette attestation, l'attestation française pour le déplacement et mon permis de travail du coup pour Monaco. La clé est ici. Et pour l'instant, écoutez, j'ai eu 2 contrôles qui se sont relativement bien passés, puisque bon, voilà, on peut justifier très facilement avec l'attestation d'employeur. Juste avant de sortir de chez moi, je télécharge, je génère l'attestation de façon numérique sur Internet. C'est assez facile, en quelques clics, vous voyez. Et puis comme ça me permet d'éviter à chaque fois d'écrire sur du papier et d'être en règle. Ce n'est donc pas le parcours du combattant, fort heureusement pour tous ces travailleurs. Et il est vrai qu'à Monaco, le fait que le pays ne soit pas confiné simplifie bien évidemment le quotidien. Il est aujourd'hui encore à l'isolement après avoir été testé positif. Le président du Conseil national est avec nous pour évoquer notamment les mesures prises en principauté dans cette lutte contre la Covid. Bonsoir Stéphane Valéry. Bonsoir Madame Navarro. La première question qui s'impose à l'attrait à votre état de santé, comment allez-vous aujourd'hui après avoir contracté le virus de la Covid-19? Je vais beaucoup mieux. J'ai eu la chance d'abord d'avoir des symptômes limités. C'était un peu l'équivalent d'une légère grippe avec un peu de fièvre, avec des maux de tête. Il reste donc aujourd'hui une sensation de fatigue. Je crois que tout le monde qui a été positif ressent la même chose. Mais je vais puisque je n'ai plus de symptômes, je vais refaire un test et j'espère très vite donc retrouver mes équipes sur place en présentiel au Conseil national, même si en fait j'ai jamais vraiment cessé bien sûr d'être en contact avec toutes les équipes du Conseil, à qui je rends hommage. La principauté a décidé de ne pas faire le choix d'un deuxième confinement. C'est également une option que vous appeliez de vos vœux? Oui, absolument. Je crois que l'État monégasque a pris les meilleures solutions possibles, les plus équilibrées. Nous avions à la fois, je le répète, à limiter la propagation du virus, qui même à Monaco est une réalité, on le voit chaque jour avec le nombre de cas positifs de plus en plus important, mais en même temps, il fallait préserver notre économie autant que possible, préserver notre vie sociale. Et je dois dire que les mesures qui ont été prises, c'est-à-dire le couvre-feu, mais le maintien des commerces en activité, le maintien des restaurants, le maintien aussi de la culture et d'une vie sociale, ce sont les meilleures décisions possibles. Elles ont été prises dans la plus large concertation. Mais si la situation sanitaire venait à l'exiger, vous comprendriez qu'une nouvelle période de confinement soit mise en place? Les commerçants la redoutent.
Je comprends l'inquiétude, en fait. C'est l'inquiétude des acteurs économiques et des résidents et des salariés, c'est qu'on envisage à Monaco, on passe à un nouveau confinement. Je pense que ceci fait que la rumeur se propage, mais nous avons une situation différente de la France. Notre hôpital aujourd'hui n'est pas saturé. Certes, le nombre d'hospitalisés a légèrement augmenté. Je crois qu'on était à 12 hier soir. Mais ce qui est le plus important, c'est le nombre de personnes en réanimation. Elle était de 5 hier soir. C'est un chiffre qui a un peu augmenté, mais qui est relativement stable depuis quelques jours. Nous ne sommes donc pas saturés. Notre hôpital fait face. Et donc, nous n'avons pas besoin, grâce à cette situation où nous maîtrisons les choses à l'hôpital, nous n'avons pas besoin d'envisager des mesures plus dures. Alors, aujourd'hui, bien sûr, il faut pour autant faire un point régulier. Vous aviez évoqué il y a quelque temps la possibilité de mettre en place des tests salivaires, en plus des tests déjà en cours. Quelle est votre position aujourd'hui sur l'ampleur du dispositif de test à Monaco? Force est de constater que partout en Europe, en France et à Monaco, la politique des tests PCR n'a pas été une grande réussite parce qu'il ne suffit pas de faire beaucoup de tests en quantité. Encore faut-il très rapidement donner le résultat, notamment à ceux qui sont évidemment positifs. Donc, nous demandons avec insistance au gouvernement depuis plusieurs semaines de passer à de nouveaux tests, ces tests antigéniques qui sont validés dans beaucoup de pays d'Europe et en France maintenant depuis déjà un certain temps. Et je dois dire que nous sommes très satisfaits de l'annonce du ministre d'État, donc toute récente, puisque le gouvernement a accepté de commander ces tests antigéniques qui sont, j'insiste, quasiment aussi fiables aujourd'hui que les tests PCR, mais qui ont l'avantage d'être beaucoup plus confortables lors du prélèvement et surtout beaucoup plus rapides. Autre volet de cet entretien, Président, le budget primitif de l'État. Le gouvernement vient d'en dévoiler la teneur. Un budget qui, sans surprise, affiche un déficit de l'ordre de 114 millions. Compte tenu du contexte, il était difficile de contenir plus ce déficit? Nous sommes en phase avec le gouvernement, avec Jean Castellini, dans les grandes orientations qui ont été retenues. Il s'agit donc de préserver notre modèle économique et social. Et je souligne et je salue l'effort considérable l'année prochaine, 200 millions d'euros investis pour cette priorité pour nous absolue, qui est de bien loger dans leur pays tous les Monégasques, donc 200 millions pour des constructions domaniales. On approuve aussi l'effort qui est fait pour le maintien à niveau de l'hôpital. Le centre hospitalier Princesse Grace est plus que jamais nécessaire avec la crise sanitaire. Les efforts pour terminer, bien sûr, le Larvoto. Et je voudrais aussi rendre hommage à tous les services administratifs qui ont accepté, également beaucoup d'organismes donc subventionnés, qui ont accepté de limiter leurs frais de fonctionnement. Donc cette année, nous aurons la plus faible augmentation des frais de fonctionnement de l'État depuis de très nombreuses années. Voilà. Pour autant, j'y reviens un instant, il faut utiliser les sommes votées pour soutenir non seulement les salariés, et c'est fait à travers le CTTR qui est prolongé, mais aussi les entreprises, les commerces, les travailleurs indépendants en difficulté. Donc je sais que là aussi nous sommes en phase avec Jean Castellini. Il faut donner plus d'ambition à la CARE, cette commission donc d'accompagnement à la relance économique. Il ne faut pas hésiter. Nous avons voté 350 millions lors d'un budget rectificatif. Une partie importante de ces sommes n'ont pas été dépensées. C'est le moment, je dirais, au-delà de la relance économique que nous approuvons, d'aider toutes ces entités en difficulté à travers la CARE. 2 élus y participent et bien sûr, ils prendront leur part à ces décisions. Tout autre chose, un projet de loi a été déposé sur le bureau de l'Assemblée portant sur l'aménagement du temps de travail. Cela fait débat, mais la situation économique actuelle rend nécessaire son examen aujourd'hui plus que jamais. Ce débat, on le voit déjà, divise profondément les partenaires sociaux. La principale organisation patronale et la principale organisation de syndicats de salariés ont clairement exprimé leur désaccord avec ce projet de loi. Nous sommes face à une crise, nous sommes face à des plans sociaux. C'est peut-être le moment, au contraire, de préserver la cohésion sociale et la paix sociale. Et quand on regarde dans le détail ce projet de loi, on se rend compte que l'objectif du gouvernement ne sera pas forcément atteint parce que j'ai été chef d'entreprise. Si vous laissez le choix au chef d'entreprise entre le CTTR, où vous pouvez donc faire payer par l'État une partie du temps de travail de votre salarié dont vous n'avez pas besoin en ce moment, ou si on vous laisse le choix plutôt d'annualiser et de payer le salarié alors qu'il ne va pas travailler en hiver,
l'immense majorité des employeurs vont évidemment choisir le CTTR, c'est-à-dire de ne pas payer une partie du salaire en question. Donc nous allons, vous avez compris, prendre le temps d'étudier ce projet de loi, de recevoir l'ensemble des partenaires sociaux. Le gouvernement a mis plusieurs mois à déposer son texte. Nous prendrons quelques semaines. En conclusion, Stéphane Valéry, le ministre d'État Pierre Dartout est entré en fonction au mois de septembre. Comment se déroule le travail entre gouvernement et Conseil national? Le maître mot de votre côté, c'est la concertation. Est-ce que la méthode Dartout répond à vos attentes? Je crois que M. Dartout, notre ministre d'État, est un homme qui a beaucoup d'expérience. Je crois qu'il partage, comme moi, comme les conseillers nationaux, d'ailleurs unanimes, cette volonté plus que jamais de travailler dans l'unité des institutions. On s'en sortira à Monaco parce qu'on est mieux armé qu'ailleurs, parce que nous avons effectivement des institutions fortes, nous avons un modèle économique et social extrêmement performant que nous voulons tous ensemble défendre et préserver, mais on s'en sortira si justement nous sommes unis, tous. Stéphane Valéry, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous, Madame Navarro, merci beaucoup. Et nous l'évoquions avec Stéphane Valéry, le dispositif de test à Monaco. Le gouvernement s'est doté de tests antigéniques, un moyen plus rapide pour isoler les personnes potentiellement positives à la Covid-19. Alexandra Pani et Lionel Bernardi se sont rendus à la caserne des Carabiniers où ces tests sont actuellement utilisés. Une seule barrette, donc c'est négatif. Les tests antigéniques se déploient en France et en Italie depuis quelques semaines. Ils arrivent à présent en principauté. Le gouvernement en a commandé 10 000 à ce jour. Ces tests s'effectuent comme les tests PCR par un prélèvement nasopharyngé, mais ont l'avantage d'avoir un résultat plus rapide, maximum 30 minutes pour l'antigénique contre minimum 24 heures pour le PCR, et pourront être réalisés par différents professionnels de santé ayant reçu une formation. Il a fallu former un certain nombre de personnes à Monaco, donc les carabiniers ont été formés, certains pompiers, il y a des secouristes de la Croix-Rouge. On va aussi proposer des cycles de formation à d'autres professionnels de santé, comme par exemple les pharmaciens, qui pourront bientôt pratiquer ces tests dans leur officine. Bien sûr, comme je vous ai dit, ces tests sont moins précis que la PCR, et donc dès qu'on trouve un résultat positif sur un test antigénique, le conseil, c'est de s'isoler, de respecter les gestes barrières, bien sûr, et aussi de téléphoner au centre Covid de façon à avoir un rendez-vous au centre Léo Ferré pour faire une PCR de contrôle. Les tests antigéniques cherchent donc à déterminer si la personne est infectée par le virus au moment du test. C'est une orientation de diagnostic. Il permet de désengorger les centres médicaux, mais aussi de surveiller des groupes de personnes comme les sapeurs-pompiers ou ici la compagnie des Carabiniers du Prince. C'est une volonté déjà des deux compagnies avec les deux chefs de corps, c'est de s'assurer que nos militaires ne soient pas porteurs du virus pour justement éviter la transmission à l'intérieur des casernes. Ça, c'est le premier point. Il est bien évident qu'en prévision aussi de la fête nationale qui va avoir lieu dans quelques semaines, même dans 2 semaines. Il est clair que dans les manifestations dans lesquelles la force publique sera impliquée, il sera nécessaire aussi, outre je dirais le port du masque, vous avez pu voir déjà lors du changement de tenue, qu'on ait aussi une garantie sur je dirais la positivité et surtout l'absence de positivité des militaires, notamment dans toutes les manifestations qui seront donc retenus pour célébrer le 19 novembre, je dirais, en toute sécurité. Des membres des deux compagnies ont suivi une formation pour pratiquer ces nouveaux tests au sein de leurs casernes respectives, mais également pour être appelés en renfort dans les centres si besoin. Ces tests antigéniques devraient se développer de plus en plus pour les transports aériens notamment. L'Italie accepte d'ores et déjà ces tests. Ici, à Monaco, le grand public pourra bénéficier de ces nouveaux tests rapides d'ici peu. Le point info de Frédéric Hélion à présent et des précisions sur les mesures sanitaires mises en œuvre. Par dérogation aux dispositions de la décision ministérielle du 28 avril, les activités sur place de bars, snacks, débits de boissons, de services de petit déjeuner, de glaciers et de salons de thé ou café sont interdites. Toutefois, la clientèle des restaurants peut bénéficier à sa table pendant le déjeuner ou le dîner des activités de bar de l'établissement. Le service de petit déjeuner dans les hôtels est autorisé pour la clientèle hébergée, tout comme les activités de bar jusqu'à 22 h, toujours pour les clients des hôtels. Et puis difficile de ne pas évoquer l'actualité américaine et le suspense autour des résultats de l'élection présidentielle.
Qui sera le 46e président des États-Unis? La course à la Maison-Blanche était encore très serrée jeudi dans l'après-midi, Patricia. En comptabilisant l'Arizona, Joe Biden compte 264 grands électeurs contre 214 pour Donald Trump. Certains États peuvent encore faire basculer le résultat de l'élection. Il faudra scruter notamment ce qu'il va se passer dans le Nevada. Une chose est sûre, Patricia, le prochain président des États-Unis ne sera pas Kanye West. Le rappeur a récolté 60 000 voix, mais compte bien se représenter en 2024. Nous reviendrons sur cette élection présidentielle américaine, sur les résultats lorsqu'ils seront enfin définitifs, sur l'atmosphère qui règne outre-Atlantique dans nos prochaines éditions, avec notamment le correspondant d'Europe 1 et LCI à Los Angeles, Benoît Clair, vendredi à 19h, et avec l'ambassadeur de Monaco aux États-Unis, Maggie Macario-Doyle, samedi à 19h. Nous le disions au début de cette édition, la principauté, elle aussi, a choisi de renforcer ses mesures pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Quelle est la position des autres pays? L'Italie a instauré un couvre-feu national à 22h. Le Portugal a lui mis en place un confinement partiel et allégé, tout comme l'Allemagne. Et qu'en est-il de la Belgique? Quelles annonces ont été faites pour lutter contre la Covid-19? Pour le savoir, nous avons joint l'ambassadeur de Monaco en Belgique, Isabelle Béraud-Amadei. Elle est interrogée par Émilie Rousseau. Bonsoir Isabelle Béraud-Amadei. Bonsoir madame. Quelle est la situation sanitaire actuellement en Belgique? Écoutez, je dois vous dire qu'on a bien senti lors de la conférence de presse qui a été donnée vendredi dernier à l'issue de la réunion du comité de concertation en Belgique que l'heure était grave et solennelle et que la Belgique devait prendre des mesures que le Premier ministre fédéral a qualifiées de mesures de la dernière chance. Parce que les chiffres ne sont pas bons en Belgique et la situation, je dois dire, est assez préoccupante, notamment dans les hôpitaux. Le nombre d'hospitalisations ici de patients atteints de la Covid-19 est supérieur à celui du mois de mars. Donc, le Premier ministre Alexander De Croo a indiqué que tout devait être fait pour empêcher l'effondrement des hôpitaux aujourd'hui et dans les jours à venir. Donc, la Belgique se reconfine depuis vendredi pour lutter contre la propagation fulgurante du virus. C'est une deuxième vague assez importante, vous venez de le dire. Comment ces nouvelles mesures, ce nouveau confinement a été accueilli par la population? Alors effectivement, c'est une deuxième vague avec des mesures sur du long terme, puisqu'elles seront applicables pendant 1 mois et demi jusqu'au 13 décembre. L'objectif, vous l'avez bien compris, c'est de limiter les contacts physiques au maximum, ce qui veut dire que les commerces non essentiels sont désormais fermés en Belgique, que le télétravail est obligatoire, sauf évidemment s'il est impossible. Et la rentrée scolaire a été repoussée au 15 novembre. Bon, il faut savoir que, contrairement à Monaco, les vacances scolaires ont démarré à partir du 1er novembre ici. Et le couvre-feu, il y a un couvre-feu qui a été fixé de 22h à 6h du matin en Wallonie et dans la région Bruxelles, et de minuit à 6h du matin en Flandre. Les Belges sont assez fatalistes et ils s'attendaient, je crois, à l'installation de ces mesures plus restrictives qui ont été prises vendredi dernier. Madame l'ambassadeur, vous avez remis vos lettres de créance en février dernier auprès de Sa Majesté, le roi des Belges. Quelles sont vos ambitions, vos envies de collaboration entre Monaco et la Belgique? On le sait, le contexte est actuellement particulier, mais j'imagine que vous avez déjà des choses en tête. J'ai eu cet honneur de remettre mes lettres de créance à Sa Majesté le roi des Belges en février dernier, et nous avons à cette occasion eu la possibilité d'évoquer l'étroitesse des relations qui existent entre le Royaume de Belgique et la Principauté de Monaco. Alors, mon ambition, elle est simple, elle est en fait d'approfondir et de développer ces liens déjà existants. Et je crois que nous avons plusieurs axes de collaboration qui sont possibles entre Monaco et la Belgique. Le premier étant le domaine économique. Nous avions prévu d'effectuer une opération de promotion avec le Monaco Economic Board à Anvers au mois de septembre.
Bien évidemment, la situation sanitaire nous en a empêchés, mais nous espérons pouvoir tenir cet événement au premier semestre 2021 si cela est possible. Un deuxième axe est bien évidemment le domaine environnemental. Je crois peut-être utile de rappeler que Son Altesse Sérénissime le Prince a participé l'année dernière ici à Bruxelles à une conférence de haut niveau sur le changement climatique et la protection des océans. Donc la protection des océans qui est un domaine, je crois, un sujet d'intérêt commun entre la Belgique et Monaco. Et puis bien évidemment le domaine culturel, puisque je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que la principauté a beaucoup à offrir dans ce domaine. Et comment la principauté est vue par les Belges? On le sait, il y a une importante communauté belge à Monaco. Je me suis rendu compte depuis que je suis installée ici en Belgique que les Belges ont une connaissance assez bonne des spécificités de notre pays. Et puis, comme vous le rappelez, je crois que le fait qu'il y ait à peu près un peu plus d'1 millier de Belges qui habitent à Monaco marque l'intérêt de cette population pour notre principauté. 1 millier de Belges, ce qui en fait tout de même, je crois, la 5e population la plus représentée à Monaco, ce qui n'est pas rien. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur, d'avoir été avec nous depuis la Belgique, depuis votre bureau en Belgique. Je vous remercie, à bientôt. Voilà pour ce focus sur la façon dont la Belgique s'est organisée, elle aussi, pour lutter contre la Covid-19. Nous retrouvons Frédéric Hélion pour un nouveau point info, un point info culturel et le report d'un nouvel événement. Le nouveau musée national de Monaco est contraint de reporter son exposition à Shimabuku, la sirène de 165 mètres et autres histoires. Une décision prise suite à l'annonce des dernières mesures gouvernementales liées à la situation sanitaire. En accord avec l'artiste, l'exposition est reprogrammée du 19 février au 13 juin 2021 à la Villa Paloma. Un autre report, mais d'une journée seulement cette fois. Oui, Atelier Cabaret, le spectacle d'Yveline Garnier avec Mathéo Mornard est décalé d'une journée. Prévu le 13 novembre à 20 h, il aura finalement lieu le 14 novembre à 15 h, avec un nombre de places limité à 165 personnes. Un show qui mêle art et chanson dans un style de cabaret au milieu des sculptures de Mathéo Mornard. Le spectacle sera au profit de l'association Au cœur des mots qui permet aux enfants francophones du monde entier de participer à un concours de poèmes en langue française. Nous restons dans le domaine culturel avec la nouvelle exposition de l'artiste Michel Aubéry au musée océanographique. Le vernissage a eu lieu mercredi en présence du prince Albert II. C'est un reportage de Sandrine Nègre et Orazio Gaggino. Une plongée au cœur des récifs à travers un prisme bien particulier, celui de l'art de Michel Aubéry. Voici ce que propose ce nouveau rendez-vous au musée océanographique. L'artiste est un habitué des lieux puisqu'il s'agit là de sa 3e exposition ici. Depuis janvier, j'ai fait à peu près une vingtaine de tableaux où les récifs coralliens sont mis en valeur. Et j'ai ajouté des tableaux que je n'avais jamais exposés au musée, à peu près une douzaine de tableaux. Toujours les tortues, j'ai des poissons, derrière là-bas il y a une étoile de mer. Pas d'exposition sans message, une fois encore Michel Aubéry cherche à sensibiliser les visiteurs car les espèces qui vivent dans ces récifs, tout comme les récifs eux-mêmes, sont en danger. Les récifs coralliens sont toujours un petit peu en souffrance actuellement. C'est le thème annuel du musée océanographique. Mais c'est super comme thème, c'est joli, les couleurs j'adore, ça demande beaucoup de travail bien sûr, beaucoup de précision, enfin dans ma façon de travailler surtout. Contrairement à, je vous parle de ça quand j'avais 15, 16, 17 ans, 18 ans, parce qu'il y a très longtemps je commençais à peindre, j'étais très jeune, j'avais 12, 13 ans. Et à l'époque je faisais des choses un petit peu, je regardais dans le ciel, il y a joué des nuages, ça me donne une idée. Maintenant, plus ou moins, je sais ce que je vais faire. Après la nuit, des fois, quand je me réveille, je dis, Michel, tu attaques ça, le truc, comment tu vas le faire? Alors, il me vient des idées la nuit. Le musée océanographique a fermé ses portes jusqu'au 1er décembre. Vous pourrez ainsi visiter Récif lors de la réouverture et jusqu'au 3 février. Pendant ce mois de novembre, sachez que la salle pourrait être ouverte à des groupes de scolaires afin qu'ils découvrent l'exposition. Et comme le veut la tradition avant de nous quitter, les prévisions météo pour vendredi, Frédéric.
Le retour du beau temps se confirme, Patricia, avec comme hier une belle journée ensoleillée. Quelques rares nuages viendront s'immiscer dans le ciel. Côté température, il fera 13 degrés le matin et 17 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h12 pour se coucher à 17h15. Vendredi 6 novembre, nous fêterons les Léonards. Merci pour ces prévisions clémentes et ensoleillées. C'est la fin de cette édition et pour se quitter, ces photos de Stéphane Dana au marché de la Condamine où toutes les astuces sont bonnes en cette période de crise sanitaire, y compris avec un service de livraison à domicile sur lequel nous reviendrons à travers un reportage complet vendredi à 19h et j'aurai le plaisir de vous retrouver. Très bonne soirée à tous.